Goethe est fils d'août. Je ne puis mépriser tout à fait l'antique idée qui veut faire dépendre la destinée de chaque homme de la situation astronomique qui a dominé ses premières heures. Il est aussi sot de rejeter que d'accepter ces anticipations, qui furent sans doute les premières pensées humaines. Il faut que toute erreur trouve sa place parmi les vérités. Il est assez clair qu'un enfant qui commence par s'étendre et s'étaler à la chaleur de l'été n'aura pas les mêmes dispositions ni les mêmes sentiments que l'enfant qui grandit d'abord sous le manteau de la cheminée. Ce dernier sera un vrai fils des hommes, et s'attachera plutôt aux problèmes humains, du sommeil, du feu, des gardiens, de la justice. Le premier sera plutôt un fils du ciel, ami des vents migrateurs et des eaux libres. Et s'ils sont poètes, ce seront deux poètes. Mais ces différences sont tressées avec tant d'autres dans la nature de chacun que le préjugé astrologique doit rester à l'état métaphorique et suspendu sur nos pensées comme ce ciel même, qui laisse tout à expliquer dans sa clarté impénétrable. Il faut serrer de plus près le puissant individu. Toutefois, de ce téméraire départ jusqu'à la soupe aux cailloux, qui occupera l'esprit de Goethe adolescent, il y a un chemin lumineux. On sait que des cailloux de silex, traités par l'alcool comme fit Goethe, ou seulement refroidis brusquement dans l'eau, présentent la silice sous la forme d'une gelée transparente. Goethe raconte, en ses mémoires, qu'il médita intrépidement là-dessus, pensant avoir trouvé, en cette forme d'apparence animale, la terre vierge des alchimistes. Mais vainement, il essaya tous les réactifs qu'il put imaginer sur cette amorphe gelée. Il ne put d'aucune façon, dit-il, faire passer cette prétendue terre vierge à l'état de mer. Seulement, par cette idée aventureuse, il fut jeté dans des recherches de minéralogie qui l'occupèrent toute sa vie. D'où l'on peut se faire quelque opinion de ce que c'est qu'une idée vierge et mère. Car le sentiment poétique, à partir du moindre objet, ferme un cercle immense qui va du ciel aux enfers, et le penseur ne cesse plus d'aimer comme son propre être cette unité métaphorique. Qui ne commence par finir ne sait plus commencer. Si l'on ne se met à l'école des poètes, on ne peut comprendre ce qu'il y a de vaste, de pénétrant et d'inspiré dans la simple observation. Chacun peut remarquer la même puissance dans Platon. C'est pourquoi je ne puis croire que l'âme voyageuse de Platon soit fille de novembre. Ses rêves d'enfant, dont il fit penser, l'ont porté loin en avant de nous. En Goethe, je trouve ce précieux mouvement par lequel le poète termine d'abord ses pensées, comme d'un coup de filet où la nature entière est prise. De là cette ampleur des moindres poèmes et, en revanche, cette poésie des moindres pensées. Comme des arches de pont, 1000 troupeaux, richesses humaines, passions, passeront dessous et dessus. Mais le pont est jeté d'abord, sans qu'on ait égard aux détails de ces choses. Idée vierge, parée d'une beauté prophétique. Après la certitude préliminaire, le doute créateur. Il vient, par l'abus, d'une mécanique expérience des époques où l'on veut dire qu'il y a des idées fausses. Un caillou n'est plus alors qu'un caillou. Une chose n'est plus qu'elle-même. Ce vrai abstrait n'est qu'un peu de sable dans les mains. Mais, alors qu'il naît un Goethe, tout recommence, et de nouveau l'astrologie éclaire l'astronomie. Hegel peut venir après Goethe, et tant d'autres, qui auront appris de nouveau à penser, d'après l'anticipation poétique. Ce n'est que renouer l'antique histoire où l'on voit que les premiers physiciens étaient des poètes. D'un mouvement naturel, ils se portèrent à la pensée initiale. Ils s'établirent dans la contemplation lyrique. Pour douter, il faut d'abord être sûr. Il faut donc que le beau précède le vrai. C'est ce qui est rassemblé dans l'antique légende où l'on voit que les pierres se rangeaient d'elles-mêmes en murailles, palais et temples, au son de la lyre.